Donc il a changé son film. Donc je donne la parole à Damien Girard, secrétaire général, de l'Union locale LGBT, membre du CDLAP, qui va nous parler des aspects syndicaux. Je vais être beaucoup plus bref, plus court que Marion, parce que déjà il faut que je me remette un petit peu de tout ce qu'elle a évoqué. De nombreux éléments quand même qui nous sont parfaitement familiers malheureusement. Et j'ai en tête, notamment je vois des camarades associatifs, militants, qui se retrouvent aussi pleinement dans cette situation-là. D'ailleurs, quand je dis associatif, même non associatif, c'est-à-dire organisé de manière libre, et qu'on voit qu'organiser de manière libre aussi, ça laisse se faire exposer, notamment à des recours, aux violences policières, et puis à l'instrumentalisation de la justice, pour faire freiner toutes les ardeurs qu'on peut avoir, notamment pour militer et combattre au quotidien. Alors militer et combattre au quotidien, comme on l'entend, effectivement, pour apporter des éléments progressistes, pour améliorer la vie des habitants, pour améliorer les conditions de vie, et puis nous en tant que syndicalistes, pour améliorer les conditions de travail. Et on voit qu'on a de plus en plus de freins. Et les premiers freins, pareil, je vais faire quelques références au niveau historique. C'est très récent, c'est 2017. Alors 2017, effectivement, c'était, comme tu l'as évoqué Marion, la fin de l'état d'urgence. Et au niveau des activités syndicales, et notamment au niveau des droits des travailleurs et des travailleuses, c'est les ordonnances Macron. Notamment qui ont attaqué de plein front le droit des salariés à se défendre notamment juridiquement, et d'avoir notamment recours de plein droit à la justice des prud'hommes. Donc déjà en mettant en place des plafonnements d'indemnités concernant les réparations des torts faits aux salariés, les délais de recours des prud'hommes qui étaient en 2013 déjà passés à 2 ans, alors que c'était auparavant 5 ans, et qui maintenant sont rendus à 1 an pour contester un licenciement, par exemple. Les licenciements économiques, où l'appréciation était assez stricte, les difficultés économiques de l'entreprise. Maintenant, on va dire que les licenciements économiques, ils sont un petit peu, c'est pareil, ils sont la même sensibilité que peuvent avoir les pouvoirs publics, notamment pour faciliter le fait qu'une entreprise, sous menace de délocaliser ou de partir dans un autre pays, ce qui est la même chose, mais en tout cas pas délocaliser en restant en France, on va concilier un peu en la permettant de licencier de manière un peu plus facile et libre, et qui montre en général ses fruits, parce que cette entreprise, de toute manière, finit toujours par partir, et puis quitter les lieux, si le premier chef ne répond pas à ses attentes, c'est-à-dire faire un maximum de profit. La rupture conventionnelle qui a été mise en œuvre, et qui a eu beaucoup de succès, parce qu'effectivement c'est une pratique qui a explosé dans le monde de l'entreprise. Toujours sur ce même mythe, c'est-à-dire que le salarié peut discuter de manière égale avec l'employeur pour négocier sa fin de contrat, si l'employeur est d'accord d'ailleurs, parce que s'il n'est pas d'accord, il n'y a pas de rupture conventionnelle, et qui fait totalement fi du lien de subordination, c'est-à-dire que dans une entreprise, on n'a pas trop son mot à dire. On entend souvent parler de terme collaborateur, un terme qui nous horripile. Alors on ne va pas faire la référence sur la Seconde Guerre mondiale, mais le terme de collaborer à la politique d'une entreprise, au fonctionnement de l'entreprise, ça peut s'entendre effectivement quand on est associé. Mais quand on est salarié et qu'on est soumis à l'autorité d'une hiérarchie qui est déjà pas mal d'étapes, notamment les grandes entreprises, il y a pas mal de couches de hiérarchie avant d'arriver à l'être suprême, qui est le président directeur général. On voit bien que c'est totalement galvaudé de pouvoir, en tout cas, espérer une rupture conventionnelle qui donne droit et satisfaction à l'ensemble des deux parties. Donc effectivement, bien souvent à l'employeur, mais bien moins souvent aux salariés qui d'ailleurs fait signe des ruptures conventionnelles sous pression. Et puis le dernier point concernant l'assurance chômage, qui était justement un des recours sur la liberté de pouvoir quitter une entreprise sans avoir cette épée de Damoclès et cette menace, notamment sur les moyens de vivre, sans
sans emploi pendant un certain temps, d'avoir verrouillé et puis mis et d'ailleurs ça se poursuit, hein, et encore, on attend encore d'autres mesures concernant la réduction des droits des assurés pour le chômage, donc pour inciter le plus rapidement possible à accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelle condition. Juste vous rappeler que si l'assurance chômage s'appelle assurance, c'est pas pour rien, c'est un système qui se rapproche plus de l'assurantiel que de la sécurité sociale, c'est-à-dire que on paye en tout cas, il y a quelques temps, on avait des sommes qui sont prélevées sur les salaires pour pouvoir justement donner ce système d'assurance aux salariés qui, en termes contractuels, finalement, ne répondait plus vraiment en termes d'assurance parce qu'on change les règles en cours de route et que cette assurance, en fait, c'est plus un argent qui est donné à disposition et que parfois l'État pioche dedans pour utiliser à d'autres fins utilitaires, en tout cas d'autres fins utiles pour les pouvoirs publics. Et puis on a la dernière bonne surprise qui est arrivée pendant l'été, pendant la nouvelle année, c'est cette franchise, parce qu'on appelle ça une franchise, nous, la franchise des prud'hommes. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez souscrire, faire appel au prud'homme pour faire valoir vos droits, vous êtes amené maintenant à devoir payer une franchise de 50 €. Voilà, donc la justice gratuite, en fait, de moins en moins, et par les faits, mettre encore une barrière supplémentaire pour empêcher les salariés de pouvoir défendre leurs intérêts. Alors ça, c'est sur la question du droit, notamment du droit du travail. Juste vous rappeler que les argumentations qui avaient été données, notamment pour la réforme du droit du travail, c'est que le document était trop épais. Il y avait trop de choses, trop complexes, trop compliquées, et il faut simplifier. Alors vous savez bien qu'on a besoin de simplifier les impôts, c'est en général pour le bienfait des citoyens et des citoyennes. Quand on a besoin de simplifier les droits, c'est en général pour le bienfait de ceux qui ont besoin de revendiquer ces droits pour se protéger. Là, on est en train de faire une simplification de l'armée, donc vous imaginez bien que ça, dans quel sens ça va le faire. Et la simplification du droit du travail, elle s'est traduite concrètement en fait par encore une accumulation de jurisprudence et autres. Donc on savait très bien que c'était complètement fourvoyé comme terme, mais surtout c'était la simplification pour le patronat. Alors quand on parle de patronat, je pense que vous avez tous les codes, mais nous on entend surtout ceux qui ont les moyens et la pression possible pour faire influencer les parlementaires notamment. Alors je ne pense pas que le petit artisan boulanger, même si on en a beaucoup parlé, parce qu'il servait de prétexte là, sur le 1er mai, ait les moyens d'influencer l'État. Mais en tout cas, ceux qui ont vraiment les moyens d'influencer l'État, c'était en fait de simplifier effectivement les recours patronaux pour pouvoir licencier, pour pouvoir entreprendre de manière libre, mais entreprendre de manière libre en exploitant de plus en plus en fait les salariés et en les précarisant de plus en plus. Donc, évidemment, sur le rôle des syndicalistes, toute obédience confondue, c'est de militer, de se battre contre cette iniquité. Et la formule que nous connaissons le plus facilement possible, c'est la lutte syndicale, notamment par la manifestation, par le droit de grève, par énormément de levier d'action et d'initiative à notre disposition. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas être permis pour nuire au bon ordre capitaliste et au bon ordre de mener des affaires pour faire des bénéfices, pas seulement dans les entreprises de notre pays, mais c'est l'ordre mondial. Et que, effectivement, il faut lancer de plus en plus les attaques sur les syndicats. Alors nous, on a constaté un gros retour de bâton et surtout une énorme offensive contre les forces syndicales. C'est à l'occasion de la réforme des retraites. La réforme des retraites, où on a décompté jusqu'à plus de 1000 syndicalistes. Alors là, c'est les chiffres que je vous donne au niveau CGT, parce que je n'ai pas les chiffres des camarades, mais en tout cas au niveau syndicaliste CGT, plus de 1000 syndicalistes poursuivis sur des actions en justice, ou poursuivis en interne, on va dire, sur des sanctions disciplinaires. Et on est sur une offensive qu'on a rarement connue d'égal, sauf sur des périodes beaucoup plus obscures, et sur lesquelles les droits n'étaient absolument pas les mêmes, mais on va dire sur une période moderne, où on a connu quand même des acquis sociaux par des conquêtes qui ont été menées dans les entreprises, dans les services, dans la rue, jusque des souvenirs quand même assez récents, ne serait-ce que 85, avec
la réforme des retraites Juppé, sur lesquelles la mobilisation des travailleuses et des travailleurs a permis de mettre un coup d'arrêt temporaire, comme on peut constater. Comment ça s'appelle, le contrat première embauche concernant les étudiants qui sont revenus après. Là maintenant on voit que les coups de butoir sont de plus en plus forts, il y a de plus en plus de recul, et que un rapport de force, notamment celui qu'on a pu créer avec les syndicats, avec les organisations non syndicales, mais en tout cas les associations, avec aussi des collectifs non déclarés, parce qu'on était quand même à quelques encablures, des gilets jaunes qui avaient eu lieu et qui étaient encore très présents dans l'organisation des mobilisations. On voit bien que sur cette dynamique-là, il y avait une réelle volonté de mettre fin à un mouvement d'ampleur sur lesquels, des années auparavant, que ça a été sous les différentes présidences, et ça, notamment ça a été constaté sous les présidents Chirac ou de Mitterrand par exemple, le gouvernement en place aurait fait marcher en arrière. Et que là, on est en fait dans une entreprise de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire pourrir la situation le plus longtemps possible pour que les mouvements s'épuisent. Et puis si ça ne suffit pas, il y a les brigades qui permettent de maintenir l'état de droit, mais surtout l'ordre, ce qu'ils appellent citoyen, mais en tout cas l'ordre et la paix dans les rues, dans le sens où il ne faut pas que ça moufte, et que d'avoir donné des coups des franches à nos forces de l'ordre pour qu'ils aient l'impression d'impunité sur leurs actions, a permis de constater ces nombreuses dérives que parfois on dénonce, effectivement, violences policières. On a encore un petit peu cette liberté d'expression de parler de violences policières dans notre département, sans avoir des poursuites ou des conséquences juridiques derrière. N'empêche qu'on a quand même l'occasion de discuter avec un préfet ou un sous-préfet qui, dès qu'on a l'occasion d'évoquer ces termes-là, effectivement, il monte sur ses grands chevaux et en général ça met fin à la discussion. Mais en contrepartie, on en a parlé avec Marion notamment, et on n'est pas le seul département, mais on a quand même un historique sur la Loire-Atlantique depuis 1955, avec la mort de Jean Rigolet, tué par balle par un CRS, de ne pas déclarer les manifestations sur le 44. Alors on a fait une petite incartade pendant la période Covid, parce que on a peut-être estimé qu'il fallait être un peu plus souple, effectivement, pouvoir déclarer pour maintenir des principes sanitaires, mais on est très vite revenu derrière sur l'habitude de ne pas déclarer les manifestations, ce qui ne veut pas dire être totalement irresponsable vis-à-vis du maintien de l'ordre, et notamment le fait de pouvoir protéger les manifestations et les actions qui peuvent être menées, soit par les associations, par les organisations syndicales. On ne sait pas, alors je sais pas, on va pas faire un pari, mais tu étais très sceptique sur le fait que ça puisse perdurer pendant encore très longtemps. Nous, pour l'instant, on tient, on ne va pas lâcher. Mais enfin, on voit difficilement ce qui nous obligerait à déclarer comme action manifestation, si on a le souhait de descendre dans la rue de manière libre, à un moment donné, c'est de mettre un maximum de monde sous les verrous. Alors ça va être un peu compliqué, parce que déjà, il y a surpopulation carcérale, on ne va pas mettre tous les syndicalistes et les militants de tout milieu sous les verrous, sauf que si effectivement on abandonne le terrain petit à petit, qu'on est de moins en moins nombreux, déjà nous on va se sentir isolés. Alors surtout avec la poussée d'extrême droite, on sait très bien que sur la ville, les attaques qui pourraient être menées, les syndicats sont plutôt bien placés, mais les organisations militantes aussi, qui sont très, très bien connues et très bien identifiées. Donc ce serait très malvenu dans la période de céder du champ, et c'est pour ça que cette soirée-là, ce débat, a toute sa pertinence pour sensibiliser sur le besoin de continuer à lutter. Alors des exemples sur des attaques syndicales, et notamment des actions portées contre les moyens d'action syndicale, c'est des tentatives de restriction du droit de grève, particulièrement dans les transports. Alors elle a été menée dans l'hôpital sous prétexte effectivement de pouvoir assurer le système de santé à n'importe quel moment et ne pas laisser les patients en difficulté et notamment en danger. Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas eu besoin de faire des grèves pour les mettre en danger. La désorganisation du service public de la santé et le manque de moyens
les met largement plus en danger que les grèves potentielles de nos collègues et de nos camarades. Néanmoins, des lois et puis des restrictions d'ouvrage se sont quand même mis petit à petit en place. Les plus grosses attaques ont été menées ces derniers temps en Angleterre, où des pans entiers d'activités de secteur professionnel se sont vus retirer l'interdiction du droit de grève. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les grèves générales sont interdites, et ce qui n'a pas empêché d'avoir des mouvements d'ampleur et non réprimés, en tout cas avec assez peu de poursuites, mais en tout cas beaucoup de répression de la part de l'ICE aux États-Unis. Donc les choses sont possibles, hein, même dans les pays les plus compliqués. Ce qu'on a vécu, notamment pendant la réforme des retraites, c'est la réquisition ou les sanctions contre les grévistes. À la réquisition, notamment des camarades de l'énergie, qu'on a constaté dans la chimie, ça a été le cas sur le dépôt de la CFDM, ça a été le cas sur la raffinerie de Donge, sur lesquelles justement on a fait, des procédures pour pouvoir casser cette réquisition. Mais en référé, on se fait dégoûter. C'est-à-dire dans l'immédiateté où on a besoin d'avoir le secours de la justice pour nous donner le droit, on se fait dégoûter. Et si on est courageux et puis si on a les moyens et on a l'envie, alors c'était le cas sur la première fois avec les camarades de la raffinerie, et on a poursuivi en justice finalement pour se voir donner raison, comme quoi nous avions raison de contester cette réquisition. On est bien content, c'est-à-dire que 2 ans après avoir obligé les salariés de retourner tenir leur poste, on apprend que on avait raison, hein, on avait raison de refuser la réquisition, mais le mal est déjà fait, et puis surtout, ça nous a convaincus que les fois suivantes, c'est pas la peine d'attendre 2 ans, il n'y a que le référé qui peut compter, et puis qui peut nous apporter le droit de raison sur nos actions. Et c'est la clandestinité, c'est-à-dire qu'on a des militants qui prennent le risque de se cacher en grève pour ne pas être réquisitionnés dans leur domicile ou leur famille. Alors, c'est un jeu assez dangereux parce que en face, ça ne s'aide pas comme ça, et qu'il faut faire confiance après à la justice, qu'elle fasse bien valoir nos droits. Alors on sait qu'effectivement, on a des chances de gagner en justice, mais le rythme de la justice n'est pas le seul des luttes militantes. Hein. C'est-à-dire quand on est au jour le jour, ou la semaine, ou voire au mois, la justice, malheureusement, avec les moyens qu'elle a actuellement, faut demander beaucoup plus de temps. Et puis, c'est ce qui est beaucoup plus concret, la répression des manifestations, qui a pu être constatée. Alors, on l'a particulièrement plus vécu sur Rennes et sur Nantes. C'est que nous, sur Saint-Nazaire, en général, le gaz lacrymogène, on l'a senti selon les vents dominants, quand ils arrivaient de Nantes ou de Rennes. Mais bon, on a quand même aussi une petite production locale, on ne va pas se mentir, à certaines occasions. Mais par exemple, les interdictions de manifestation des parcours dans le centre-ville de Nantes, c'est quelque chose qui était un peu du jamais vu, sur lesquels, pour maintenir l'intersyndicale la plus large, effectivement, on est passé outre, mais le fait d'avoir respecté les règles n'empêchait pas, chaque fois, d'avoir des manifestations qui se terminaient dans le gaz, dans une bazardisation la plus complète, et puis avec, malheureusement, de nombreux salariés, pas que des militants syndicaux, qui sont retrouvés soit sur des gardes à vue, soit sur du matraquage, ou soit sur des situations assez humiliantes. Notamment, on pense à des jeunes étudiantes qui ont fait les frais de passer dans les mains de certains policiers peu scrupuleux. Sur des cas un peu plus poussés, on a constaté effectivement le fait que d'instrumentaliser et d'utiliser des faux prétextes pour criminaliser les actions syndicales. Alors on a eu des cas notamment sur l'apologie du terrorisme. On a le cas de Jean-Paul Delesco, qui est secrétaire de l'Union locale CGT du Nord, l'Union départementale CGT du Nord, qui a été condamné en première instance suite à un tract publié qui, alors peut-être publié trop tôt après les attaques du Hamas en Israël, qui contenait la phrase « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, le 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. » Donc c'était quelque chose qui se faisait état d'un constat et qui est interprété comme justification des actes terroristes du Hamas et donc de l'apologie du terrorisme.
Et ben, cette phrase qui peut peut-être être soumise à interprétation, effectivement, elle a quand même donné lieu par la Cour d'appel de Douai ce 2 mars 2026, que en fait, ce tract s'inscrivait dans un débat d'intérêt général et qui n'avait pas lieu d'être sanctionnable sous motif d'apologie du terrorisme. On a actuellement un autre camarade, Anas Kazib, un camarade de chez Sudrail, et en même temps militant de Révolution Permanente, qui arrive sous le chef d'inculpation de l'apologie du terrorisme, suite à 4 tweets qu'il avait fait en soutien à Gaza. Donc il a été soumis à une garde à vue avec une enquête qui n'a absolument rien d'une enquête pour aller chercher les motifs de l'apologie du terrorisme, mais qui était carrément une enquête politique. C'est-à-dire que par aller chercher quelles étaient les idées du camarade, qu'est-ce qu'il prônait comme positionnement politique, ce qui fait qu'en fait il était devant non pas un tribunal politique, mais une inquisition politique des forces de l'ordre. Alors son procès qui a débuté le 18 juin 2025 devant le tribunal de Paris a été renvoyé et il sera jugé là prochainement, le 25 juin 2026. Il encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour des tweets. Donc peut-être avec grande chance, mais c'est pas que la chance, mais en fait le recours et la confiance qu'on a à la justice, même s'il est utilisé de manière assez insidieuse et puis de manière abusive, qu'il sera relaxé, mais mettez-vous dans l'état d'esprit d'un militant, donc on lui dit, on te menace quand même de priver de liberté pendant 7 ans. Et nous on comprend très bien, et d'ailleurs on ne va jamais pousser des militants à devoir s'engager en deçà de ce qu'ils veulent bien consentir, mais comprenez bien que ça en refroidit plus d'un, et que certaines personnes maintenant ont même des scrupules à mettre des autocollants, à mettre des affiches sur les placards qui sont prévus pour mettre des affiches, ou même peut-être revendiquer un peu plus fort halte aux violences policières dans la rue. Alors ACAB, c'est peut-être un peu plus poussé, et puis c'est pas trop le langage des syndicalistes, on va dire c'est plus le langage des autonomes. All cop, all bastard, c'est-à-dire tous les flics sont des enfoirés. Enfin, bastard, c'est pas tout à fait le terme salaud, mais ça va dans ces eaux-là. Et donc effectivement, non, mais on va rester dans des termes à peu près élogieux. Mais toujours est-il que, oui, ça traduit aussi une révolte dans des termes. Et puis là, on était en plus sur l'exemple de Marion, qu'on était plus sur une représentation, on va dire, artistique. Comme il y a pu y avoir des étudiants qui cassaient comme une moulata, là, je sais plus, l'objet mexicain qu'on casse pour choper des bonbons, et en fait cet objet, au lieu d'être en forme d'âne ou n'importe quel objet, c'était une voiture de police. Bon, c'est une traduction d'œuvres artistiques, hein. On a des œuvres qui ont des caractères pornographiques qui ont beaucoup moins de soucis que ça. Et je ne vais pas m'étendre sur les cas, mais on a aussi en tête, nous, Laurent Indrusiac, qui est le secrétaire de l'Union départementale CGT de l'Allier, qui lui aussi, alors lui c'est des infractions liées à l'action syndicale, et qui a comparu au tribunal de Montluçon. Alors on lui reprochait d'avoir des actions syndicales avec des dégradations, en fait d'être trop radical dans les actions. En fait c'est pas lui qui était trop radical, mais c'était l'organisateur en tant que CGT de l'Allier. Combien tu dis? 0,3, c'est ça. Et notamment, ce qui a déclenché, c'était une opération escargot qui a été organisée, alors qui n'a eu aucune dégradation matérielle. Lui, il a eu, depuis 2023, il a eu l'occasion d'être convoqué sur des convocations judiciaires 33 fois. 33 fois. Donc on voit bien l'abus qu'il peut y avoir. Alors je ne vous reviendrai pas sur l'exemple, sur le cas de Sainte-Soline, parce que là c'était carrément l'ensemble de tous les militants qui étaient présents, qui ont été victimes de razzias et de procédures judiciaires diverses et variées, notamment le secrétaire CGT des Deux-Sèvres, le secrétaire Sud Solidaire aussi des Deux-Sèvres, de nombreux militants effectivement des soulèvements de la terre, et d'autres associations écologistes, qui font que l'exemple doit terroriser l'ensemble des autres militants. Et ça fonctionne, et ils déploient effectivement les moyens
pour casser les reins des militants. Alors, le dernier exemple qu'on a en tête, c'est celui de Sophie Binet, qui donc est mise en examen pour injure publique, parce qu'elle a traité les patrons de rats. Voilà. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on a lu dans les médias. Nous, on a bien regardé. Bon, à aucun moment on a vu Sophie traiter les patrons de rats. Elle a juste dit que les patrons se comportaient comme des rats qui quittent le navire. Voilà, donc déjà, c'est déformer les propos, déformer les termes. On sait très bien qu'on n'a pas trop à s'inquiéter, qu'il n'y aura pas de conséquences derrière, on va dire, ni de peine de prison, ni d'amende, mais il y a une procédure. Elle a une procédure qui déjà va devoir souscrire le fait d'avoir recours à des besoins pour la défendre, et que ça, c'est des moyens bâillons. Et d'ailleurs, s'il y a bien des organisations qui sont spécialistes dans les procédures bâillons, on en connaît un notamment, c'est Bolloré, mais en tout cas, c'est l'extrême droite est très friande et très pratiquante de ces opérations-là. Donc, effectivement, il ne faut pas les armer. Alors, le dire, c'est bien. Le faire, c'est parfois courageux. Mais c'est quand même difficile dans la période. Et si l'ensemble des forces militantes qui veulent aller dans le même sens, alors on n'a pas toujours tous les mêmes combats en même temps, on n'a pas toujours d'ailleurs la même virgule à mettre sur les textes, le même point au même endroit, mais en tout cas on va toujours dans le même sens, c'est-à-dire défendre la liberté, défendre le bien vivre ensemble, défendre le fait de vivre dignement. Et que si on n'arrive pas à s'accorder ensemble pour essayer d'aller au plus loin possible, et notamment se tenir les coudes et se préserver de ce qui peut nous arriver dans les prochains temps, il y a une échéance 2027 là, qui nous paraît particulièrement inquiétante, sans tenir compte des sondages, parce qu'il y a longtemps qu'on fait plutôt confiance aux sondages, mais en tout cas qui n'occulte pas le fait qu'il y a un courant de pensée qui veut mettre en place des idées rétrogrades et surtout des menaces d'attaques très graves aux libertés et notamment aux libertés de conscience. Donc il va falloir serrer les coudes et puis continuer de vivre ensemble. Et puis cette soirée-là nous permet quand même d'envisager que, et puis de nombreux rendez-vous nous permettent quand même d'être quand même assez optimistes sur le fait que malgré tout il y a toujours un réveil chez les gens et que l'injustice ne peut pas être supportable à une dose trop importante, et surtout n'est pas supportable dans le temps. Donc soyons optimistes, en tout cas cultivons l'optimisme par la mobilisation et en étant toujours ensemble. Donc on ne lâche rien, et on aura rien lâché notamment vendredi prochain, c'est-à-dire le 1er mai, où effectivement l'attaque a été assez frontale sur la remise en cause du 1er mai, que la position de Le Cornu, qui est totalement inqualifiante, va permettre quand même de pouvoir priver de liberté certains salariés qui auraient souhaité soit profiter de leur 1er mai pour faire autre chose, aller à la pêche, aller retrouver de la famille, ou soit pour les plus conscientisés de venir manifester le 1er mai. Mais dans les faits, juridiquement, le 1er mai est toujours un jour chômé et férié, et donc on aura l'occasion, et on vous invite à venir, rejoindre les rangs syndicaux, le 1er mai à Saint-Nazaire, à 10h30, place de l'Amérique latine. On aura l'occasion d'expérimenter le droit de manifester, qui sera peut-être beaucoup plus difficile 7 jours après, le 8 mai, sur l'occasion de la manifestation pour défendre la paix et contre la guerre, et notamment la militarisation de la société.